Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Papa au travail, les enfants à l'école. À nous donc la télé. Alors ce matin, nous évoquerons un sujet pas forcément facile à situer pour parler des relations entre la belle-mère et sa bru. Et donc ce matin, Jeannette, notre invité, monsieur Salia Malé, ethnologue et directeur de recherche, nous décrypte ce sujet. N'est-ce pas, Jeannette? Oui, Marie. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, les belles-mères et les brus sont à couteau tiré dans de nombreux foyers africains. L'incompatibilité d'humeur est avérée et pourtant tout dans l'environnement familial africain les prédispose à l'entente. Le cas de cohabitation houleuse entre la belle-mère et sa bru sont nombreuses dans le monde. Le plus souvent, la vie commune débute avec une complicité. La future est protégée, bec et ongle avec la maman du fiancé. Alors, elle est souvent une fille bien éduquée, une fille polie, c'est-à-dire une fille sans problème. Mais une fois mariée, que le mariage est consommé, les problèmes arrivent. Alors, professeur, souvent on voit cela partout dans le monde même, je peux dire. Alors, pourquoi cette relation n'est jamais facile? Bien, merci de m'inviter sur votre plateau pour la deuxième fois. C'est un plaisir pour nous. Et c'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous. Je pense qu'il ne faut pas donner à la famille africaine, disons, une atmosphère invivable. C'est vrai que le phénomène existe. Je pense qu'il faut d'abord le situer dans la structure des familles africaines et de la terminologie de la parenté. Nous sommes tous dans un système de parenté classificatoire où les frères aînés et cadets du père sont tous des pères et les sœurs cadettes et aînées du père sont de la mère du père okay. sont toutes des tantes ou des ténémoussons. Et du côté maternel, c'est la même logique. Alors, donc, c'est dire que la bru, dans cette situation-là, se trouve dans une relation plurielle, où elle a un lien avec chacune des épouses, ça peut être des nombreuses épouses de chacun des frères cadets ou aînés du père de son mari, et chacune des sœurs aînées ou cadettes du père de son mari. Mais que devrait être le rôle de la bru à ce moment-là? Alors, le rôle de la bru, de ce point de vue, devrait d'abord se calquer sur celui de son mari. Donc, une attitude de respect, de considération vis-à-vis donc des parents de son mari. Et laquelle attitude de respect est importante dans le maintien de la cohésion de la famille. C'est-à-dire au même titre que son mari se comporte de façon respectable, de façon à considérer ses parents, il est conseillé à la bru d'avoir la même attitude, sinon d'aller au-delà de ce que la façon dont le mari peut se comporter vis-à-vis de ses parents. Mais et le comportement de la belle-mère donc? Alors, que ce soit le comportement de la bru ou de la mère, c'est un comportement qui peut être influencé, largement influencé par le comportement des autres. Alors, il revient évidemment à la belle-mère d'avoir une attitude constructive vis-à-vis de sa bru, mais également vis-à-vis de son fils, qu'elle ne devra pas trop protéger contre sa bru, qu'elle ne devra pas exposer non plus à sa bru. Mais des fois, on voit des relations entre la maman et son fils c'est des relations fusionnelles. Tu vois, vous voyez donc, quand la relation est fusionnelle maintenant, la maman ne peut pas s'échapper, et le fils aussi.
Quel est le rôle du fils aussi dans... La maman ne devient plus objective. Voilà, objectif, voilà, c'est ça. Donc, voilà. La relation fusionnelle, c'est-à-dire que la mère peut avoir beaucoup d'affection pour son fils. En général, les mamans. Voilà, les mamans, et évite que leur enfant, leur fils, soit trop sous l'emprise donc de la femme, de leur bru. Et ça peut évidemment créer des malentendus parce que la bru peut interpréter cela comme une sorte d'expression de jalousie de la belle-mère, et dès que ce sentiment est su, nourri par la bru, la belle-mère s'en inquiète et puis peut être très très négative. Mais oui, Marie. Non, oui. Oui. Mais par exemple, la belle-mère quand même, je pense que même si la relation avec son fils est fusionnelle, elle doit au moins laisser sa bru gérer son ménage normalement. Mais on voit dans certaines familles, la belle-mère qui vient s'imposer, dire que c'est mon fils, c'est la maison de mon fils, je dois faire tout ce que je veux. Or que la fille est là, on a dit qu'ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc l'homme quitte son père et sa mère pour rejoindre, comme on dit sa femme, et c'est vice-versa. Est-ce que cela est normal? La question de la norme, la normalité est peut-être relative, mais quand la belle-mère a un tel comportement, une telle attitude vis-à-vis de son fils, il y a évidemment un instinct de protection qui peut être exagéré. Parce que dans nos sociétés, d'une façon générale, tant que la mère vit ou le père vit, l'enfant n'est jamais assez grand. Le fils n'est jamais assez grand. Même s'il est marié? Même s'il est marié. Même s'il a des enfants? Même s'il a des enfants. Ça, c'est vrai. Non, je pense que, jusqu'à l'âge de 45 ou 50 ans, quand j'allais au village, ma mère voyait en moi le petit Saliac. Bon, donc de ce point de vue, il y a un rapport à l'enfant qui est éternellement, j'allais dire, enfantin, tant que la mère vit, tant que le père vit. Bien sûr. Alors il y a donc ce sentiment d'accaparement qui fait que on peut lui accorder évidemment une certaine maturité, mais ça ne gomme pas le type de relation maternalisant entre une mère et son fils. Et souvent, la maman a une pointe de jalousie quand elle sent que son fils est vraiment très amoureux de son épouse et qu'il fait tout ce que l'épouse dit ou tout ce qu'elle aime en général. Et en général, les épouses aussi, ils ne sont pas de reste. Mais quand il y a un conflit entre la mère et la bru, Oui. Quel est le rôle du mari à ce moment-là? Le rôle du mari ou l'attitude que le mari devrait adopter, c'est une attitude des fois très complexe, très difficile à apprendre quand il est partagé entre une femme qu'il aime et surtout s'il se trouve qu'il l'a choisie par amour, quand ce n'est pas un mariage arrangé, et l'amour maternel ou le respect que lui impose la société, les valeurs sociales vis-à-vis de sa mère, je pense que des fois la situation, le comportement, l'attitude est des fois difficile à prendre et même des fois ça met le fils dans une situation embarrassante. Oui. Alors, mais je pense que la solution, le conseil qu'on donne souvent, c'est que quel que soit le cas, il devra être droit. Être droit, dire la vérité à sa femme, à son épouse, dire la vérité à sa mère. Évidemment,
avec la mère, il faut choisir les termes. Bien sûr, et y mettre les Il manières. faut y mettre la manière. manières. Et cela est extrêmement essentiel. Parce que ça se fait évidemment avec des normes sociales, avec des valeurs que l'on connaît. Et ça peut se dire par l'enfant, mais par le fils, mais il peut passer par des personnes interposées pour faire savoir à la mère que, bon, ça c'est une sorte d'éthique de droit, de comportement, de droiture que j'adopte. Oui. Alors maintenant, avec son épouse, oui, il devra trouver les bonnes manières, les astuces propres à l'homme pour faire comprendre son épouse, qui elle, de son côté également, devrait essayer de jouer sur la connaissance de la psychologie de son mari et de sa belle-mère et éviter le maximum possible les malentendus, les situations de crise entre guillemets et être suffisamment psychologue pour sentir quand, comment et où je dois dire ça, je dois faire ça vis-à-vis surtout de la belle-mère, qu'elle doit considérer en tous les cas comme sa mère. Je pense que quand vous respectez votre maman Voilà. et que vous retrouvez une autre maman, vous devez la traiter comme celle que vous avez laissée à la Absolument, maison. absolument. Surtout la maman qui vous donne l'être que vous aimez Voilà, le plus cher. Absolument. Alors moi, je vais vous poser une autre question, à savoir, quel conseil donnez-vous, par exemple, à la jeune fille qui s'apprête à se marier bientôt et qui va rejoindre sa belle-mère ou même qui sera appelée à la voir tout le temps? Quel conseil donnez-vous à ces trois acteurs-là, notamment la belle-mère, la bru et le fils? Quel conseil pouvez-vous leur donner pour qu'il n'y ait pas de problème, de conflit dans la famille? Pour quelqu'un qui connaît les rites de mariage et d'accompagnement de la fille dans son foyer conjugal, les règles de conduite sont assez claires et bien édictées. Il est conseillé à la fille de respecter son mari, de respecter ses parents, son père et sa mère, en qualité donc avec statut de père et de mère pour elle. D'éviter d'écouter, entre parenthèses, les racontards. Bien sûr. Et on dira que tous ceux-là qui vont venir dans la famille avec leur langue, si c'est constructif, ils viennent de chez nous. Mais si ce n'est pas constructif, s'ils ne viennent pas de chez nous, il ne faut pas considérer ça. Ouais. Alors, je pense que une fille qui fait sienne ses préoccupations de conduite sociale, de conduite familiale, il y a des chances qu'elle s'en sorte bien dans son ménage. Quant à la mère, on peut imaginer qu'elle est déjà vieillissante. Bien sûr. Et on lui accorde peut-être un crédit d'âge, de vieillage, et qu'il faut donc la prendre comme telle, au même titre que la maman qu'on a laissée à la maison. Donc, elle, il faut qu'elle considère la bru comme ça, comme sa fille. Ouais. Non, la belle-mère doit considérer la bru comme sa fille, et cela est extrêmement essentiel. Il ne faudrait pas qu'elle projette sur elle une expression de jalousie, de femme antagoniste, etc. etc. Et cela également est important. Maintenant, pour ce qui est du mari, on a déjà vu un peu alors, comment est-ce qu'il doit se comporter. Et le conseil qu'on lui donne, c'est d'abord le respect strict des parents, oui. de sa femme. Bien sûr. Ça, c'est extrêmement important dans nos sociétés. Et on vous a donné, on dit bien qu'on vous a donné une femme, saine, bien portante. Alors, ne l'insultez pas du père et de la mère parce que ce n'est pas la mère ou le père qu'on vous a donné. Donc, vous devez être respectueux de ses parents. Et ces conseils-là sont réitérés dans les rites
d'accompagnement de la femme dans son foyer. Donc si je comprends bien, la base, c'est le respect dans le ménage, aussi bien de la belle-mère, de la bru, mais aussi du mari. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Salia Malé. Merci de toujours accepter notre invitation. Et pour nous, je peux vous dire que c'est toujours un honneur de vous avoir sur le plateau. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'était la relation entre la belle-mère et sa bru. J'espère que vous avez entendu ce que nous a dit Monsieur Salia Malé et que cette chose sera respectée pour qu'il n'y ait plus de conflits dans les ménages. Vivez en amour, vivez en harmonie pour que la vie soit plus belle. Allons la télé. Voilà donc, chers téléspectateurs, le décor change sur le plateau de Maïcha avec Astan et Natou qui nous rejoignent. Et tout de suite, nous allons nous adresser à Astan pour parler de ce sujet qui concerne les enfants qui travaillent pour gagner de l'argent. Ce qui n'est pas normal, c'est un fait, mais pourtant est devenu monnaie courante, surtout en Afrique. Alors, les enfants domestiques, c'est le sujet que nous allons aborder tout de suite avec Astan. Bonjour chers téléspectateurs. Alors effectivement nous allons parler des enfants domestiques, ces petites filles que l'on retrouve dans nos maisons, derrière les étals au marché ou même dans la rue, les petites vendeuses. Et le travail domestique est l'une des formes les plus courantes d'emploi des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent en tant que domestiques par rapport aux autres travails. Et nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est ceux qui travaillent en contrepartie d'un salaire ou ceux qui sont sous tutelle, donc maltraités. Mais qu'est-ce qui pousse les enfants à travailler à ce temps? Parce qu'ils sont encore tout petits, ils devraient être auprès de maman. Qu'est-ce qui les pousse à vouloir aller gagner de l'argent? Exactement, Marie. Alors, ces enfants travaillent compte tenu des situations. Ils travaillent pour plusieurs raisons. D'abord, cet état de fait est lié à la situation économique des parents. Ces enfants, la plupart de ces petites filles sortent de chez eux pour chercher du travail, avoir un peu d'argent afin d'aider les parents. Et aussi, il faut savoir qu'il y a certaines d'entre elles qui sont maltraitées à la maison, qui sont violentées et qui sont chassées parfois. Parce que lorsque une fille de 16 ans, par exemple, attrape une grossesse, tout de suite dans nos différentes sociétés, surtout en Afrique, les parents ont tendance à chasser la fille. Et donc ça aussi, ça peut être un motif de travail. Donc la fille, tantôt, elle se retrouve dans la rue, sans défense, sans aide. Et donc elle essaye de travailler afin de subvenir et de survivre, surtout. Mais les conditions en général de travail de ces mineurs-là, parce que ça reste des enfants, même à 16 ans, parce que quand on parle des enfants domestiques, surtout celles qui travaillent dans les grandes maisons, c'est, je peux dire, les bonnes à tout faire, qu'on m'excuse de ce terme-là. Sinon des esclaves. C'est ça. Quelles sont les conditions réelles de... Il faut savoir, Marie, que ces enfants domestiques travaillent vraiment dans des conditions très très pénibles et difficiles. Vous imaginez un enfant de 8-9 ans qui doit se réveiller chaque matin et surtout tôt, qui fait tous les travaux dans la maison et sans repos, parfois sans manger. Et donc les conditions sont violentes et comme je le disais, très pénibles. Ces enfants n'ont généralement pas d'heures de repos ni de travail précis et donc ils ne font qu'exécuter. On va dire ils sont taillables et corveillables à volonté. Ce qui est très difficile à cet âge et ça pourrait être dur. On aurait cru des esclaves. Bien sûr. Ces enfants ne sont pas considérés et pourtant dans certaines familles, il y a d'autres enfants qui ne sont pas forcément des enfants domestiques, mais qui n'aident pas ces enfants. Alors que les enfants domestiques sont là, c'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est par nécessité. Donc il faut qu'on comprenne ce côté. Mais quelles sont les conséquences de ce travail-là? Parce que c'est quand même très très dur, hein? Même pour nous, les grandes personnes, si un jour on n'est pas au travail, qu'on est là à faire les travaux de la maison, on est exténué le soir. Alors imagine-toi une petite fille qui fait ça pendant tout un mois, pendant des années. Quelles sont les conséquences de ce travail-là sur les enfants? Les enfants. Effectivement, tu l'as déjà dit, Marie. Il n'est pas facile pour les adultes de travailler 24 heures sur 24, a fortiori les enfants. Et donc, la plupart des enfants domestiques se plaignent de la fatigue
des maux de tête, ce qui est normal parce que compte tenu des tâches effectuées, du travail très surchargé, sans repos. Et aussi, elles sont également exposées aux accidents domestiques. S'il faudrait préparer le repas, bouillir de l'eau, éplucher les légumes, balayer toute une cour, installer l'étal au petit matin, juste pour ne citer que cela, c'est vraiment difficile. Et ces enfants sont traumatisés. À la longue, ils souffrent de mal de dos à force de travailler. Et comme si cela ne suffisait pas, parfois elles sont accusées d'être paresseuses ou encore de travail mal fait. Ce qui peut être à l'origine de violences dont sont victimes les enfants domestiques, des sévices qui les rendent invalides et parfois traumatisés à vie. Et enfin, la possibilité d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle sont aussi des risques qu'encourent ces enfants domestiques. Surtout que la plupart du temps, dès qu'il y a quelque chose qui manque dans une maison, tout de suite on pense à la personne domestique. Étrangère. Voilà, il y a justement, et vous le savez, un enfant est un individu à part entière qui a besoin qu'on respecte ses droits. Et surtout, l'enfant a besoin de se détendre, comme tout enfant normal, de jouer, de fréquenter d'autres enfants pour l'épanouissement même de leur développement normal. Mais en plus, je voulais dire d'autant plus qu'à ces âges-là, ces enfants, ces filles, on va dire ces petites filles, devraient être à l'école ou encore dans des centres de formation afin d'apprendre un métier ou voilà, comme surtout je vais dire le recommande l'arsenal législatif de nos différents pays. Voilà, à défaut, faute de moyens, parce qu'il y a la pauvreté, parce que ces enfants sont parfois orphelins. Aussi, il y a d'autres qui vivent dans la rue, ce qui les amène à travailler pour pouvoir survivre. Tout simplement. Et lorsque je vois toutes ces souffrances infligées à ces enfants, j'avoue que je suis parfois estomaquée. Et j'ai envie de dire très simplement, protégeons les enfants. Bien sûr, bien sûr. Protéger les enfants, c'est tout ce qu'on a à faire parce que c'est quand même difficile, n'est-ce pas, Natou, de voir des enfants mineurs encore qui se retrouvent. Déjà, le fait d'être sans parents, c'est assez traumatisant, mais de devoir aller vivre dans des familles qu'on ne connaît pas et de subir une certaine violence alors qu'on voit dans ces maisons-là des enfants dorlotés et qui sont du même âge, c'est quand même... c'est terrible. Je ne comprends pas, ce sont des employeurs qui maltraitent ces petits enfants-là, alors qu'elles-mêmes, elles ont des enfants. Et on le voit dans certaines familles où elles demandent carrément à leurs enfants de ne pas s'approcher de ces employés-là. Ce qui n'est pas normal, je dirais. Ces enfants-là, elles doivent les encourager à l'aider les jours où ils vont pas à l'école, par exemple, au lieu de... Et ces enfants-là... c'est difficile, hein? C'est difficile. Ils ont besoin d'aide quand même. Et tant qu'on a des enfants, Marie, je pense que ces enfants-là, ce sont des enfants d'autrui. Peut-être que les parents sont décédés. Des êtres humains tout court. Peut-être qu'ils ont été abandonnés. Il faut prendre tous ces côtés et il faut vraiment aider ces enfants. Il faut bien les traiter. Il ne faut pas les accuser tout le temps lorsqu'il y a des vols et autres. Voilà. En tout cas, c'est un sujet très fort, mais un sujet qui quand même a son importance, une importance capitale. Et je pense que nous, Africains, on devrait s'éduquer. Parce que nous, on parle de ce fait-là ici en Afrique. Mais il y a des jeunes filles qui sont prises ici en Afrique, amenées en Europe, et qui ne revoient plus jamais leurs parents. Et qui sont sans défense. Qui sont sans défense. Qui se trouvent à la merci des employeurs. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et ils vont même jusqu'à trouver ces situations-là presque normales. Alors qu'ils n'ont rien demandé. Et la plupart de ces filles sont exploitées sexuellement, Marie. À l'extérieur, hors du pays, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de droits. Et donc, elles se trouvent à la merci des malfaiteurs, des personnes qui sont attirées par le gain facile. Et il existe des lois. Il existe des lois nationales, internationales. Il faudrait qu'on les respecte. Bien sûr. Qu'on applique ces textes lettre par lettre pour qu'ils rentrent surtout dans le cadre de la protection de ces enfants.
Bien sûr. Merci beaucoup, Astan. C'était donc les enfants domestiques que nous a présenté Astan. Chers téléspectateurs, tout de suite, nous allons au marché pour voir ce qu'il y a là-bas dans les étals, sur les étals, pardon. Et voilà donc, chers téléspectateurs, nous allons faire un tour à Dakar pour voir ce qui se passe là-bas du côté du marché Castor, pour voir s'il y a des légumes, quel plat préparer aujourd'hui. Et ce sera avec l'aide de notre correspondante qui se trouve actuellement au marché Castor. Coucou, comment ça va? Bien réveillé? Oui, Marie Kabou, bonjour. Bien réveillé? Bien sûr, je me suis très bien réveillée. Super, alors, j'ai l'impression que vous êtes à Castor. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes bien au marché Castor de Dakar. Ce marché, vieux d'une trentaine d'années, est fréquenté par la population dakaroise et pour la plupart par les gens qui habitent dans les banlieues. Mais est-ce que le marché est fourni ce matin en légumes, par exemple? Le marché est bien fourni. Et même les artères que nous voyons là sur place nous le disent, nous le confirment, n'est-ce pas, monsieur? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Mohamed Souma, depuis à Guinée-Conakry, mais actuellement je vis à Dakar. Actuellement, mon boulot c'est un marché ambulant depuis ici à marché Castor. Marché Castor fonctionne dans plus de trentaine, de dizaines d'années à Dakar, mais actuellement on est en bien condition. Le marché Castor est bien marché, actuellement en bonne position encore. Mais actuellement, les marchandises, le prix, c'est même bien pour bonne position parce que le marché ambulant, c'est très important. On nourrit dans notre vie, on fait bien notre vie, on fait l'ambulance, marche impeccable, 24 heures sur 24. Est-ce que les prix sont abordables? Mais quand même, peut-être, parfois, tu vas voir le bénéfice qui est important. Les bénéfices, peut-être, ça dépend quoi. Le marché, c'est du temps. Tu vas avoir les bénéfices, parfois, les bénéfices tu ne peux pas voir. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes venus pour faire un panier de la ménagère. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le prix du chou? C'est combien? Non, le prix du chou, c'est invariable. Les carottes et les choux, les aubergines africaines, les patates et les manioc, le prix, ça varie comme ça. Aujourd'hui, on vend les choux à 500, seulement ou bien 450 jusqu'au 400. C'est ce qu'on vend actuellement. Le prix, ça varie parfois. Marie, comme vous le voyez donc, l'excitation est palpable, l'humeur est au marchandage. À présent, nous allons vous parler de l'abondance des légumes aussi au marché Castor. Les étals même en disent long. Vous voyez comme ça, il y a les prix qui sont abordables, il y a des femmes qui font leurs achats, si on tourne tout autour. Et cela veut dire que les prix vraiment sont abordables pour cette semaine. N'est-ce pas, madame? Bien sûr. Vous êtes Jacqueline Didonou. Jacqueline, comment est-ce que vous trouvez les prix ici abordables? Chez Castor? Pourquoi ce choix? Parce que tout est moins cher, surtout quand on a une fête à organiser. Mieux vaut faire son marché à Castor parce qu'on y trouve tout et c'est vraiment abordable, tout est moins cher. C'est moins cher donc. Ouais. J'espère que le repas sera bon. Oui. Et vous êtes invité. D'accord, merci. Et Marie, n'est-ce pas, c'est même cette femme qui vous le confirme. Pour le moment, nous allons vous présenter les prix. Il y a le prix de carottes, d'un kilo de carottes qui coûte 500 francs. Un kilo de choux pommés qui coûte 400 francs. Voilà donc, chers téléspectateurs, comme nous l'a dit notre correspondante au Sénégal, l'humeur et au marchandage. Donc vous avez vu les choux, les carottes et les aubergines. Et c'est vraiment bien pour aujourd'hui, pour celles qui n'ont pas encore préparé. Courez vite au marché Castor, faire vos emplettes. Et nous nous retrouvons pour une autre recette, cette fois-ci pour faire à manger pour nos enfants. Aujourd'hui, OK Chef vous propose un menu spécialement exotique. Des fruits, des écrevisses. Ça promet. Bonjour chers amis. Tout de suite, commençons par une salade exotique. Commencez par découper en éventail l'avocat, la papaye,
La mangue, elle est posée délicatement dans un plat de service. Dans le même plat, disposez les crevettes préalablement pochées en forme de dôme. Posez ensuite les suprêmes de pamplemousse, du persil pour la beauté de notre salade. Ensuite, saucez l'ensemble avec notre vinaigrette déjà faite et un filet d'huile d'olive. C'est prêt en 10 minutes. Réservé. Pour la salade exotique, il nous faut 50 g d'avocat coupé en éventail, 50 g de papaye coupé en éventail, 50 g de mangue coupé également en éventail, 50 g de suprême de pamplemousse et 100 g de crevettes, persil et vinaigrette. Notre plat de résistance, c'est du poulet aux écrevisses. Une recette simple, savoureuse et inratable. Pour commencer, versez de l'huile d'olive dans une poêle au feu, laissez chauffer et ajoutez les pièces de poulet. Laissez saisir avec coloration, c'est-à-dire bien dorer les pièces de poulet. Ensuite, ajoutez les écrevisses et mélangez le tout. Faites revenir pendant 5 minutes environ les écrevisses avec le poulet pour permettre un échange de goût. Ajoutez également l'oignon déjà découpé. Laissez mijoter le tout. Une fois que les écrevisses commencent à avoir de la couleur, rajoutez du sel et de la tomate concentrée. Mélangez le tout et ajoutez la tomate fraîche. Laissez encore mijoter avant d'y mettre de l'ail et du poivre. Toujours bien mélanger pour que chaque élément communique son goût. Renforcez le goût en y ajoutant du curry. Bien mélanger. Ajoutez un verre d'eau et laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. Tournez une dernière fois. Il faut préciser que vous pouvez rectifier l'assaisonnement selon votre convenance. Voilà, c'est prêt. Passez au dressage. Dressez un bol de riz déjà prêt dans notre assiette. Mettre une petite touche esthétique en la décorant. Posez les morceaux de poulet, puis les écrevisses. Versez notre sauce par-dessus avec du persil, toujours pour la touche esthétique. Miam miam. Pour cette recette, il nous faut un poulet, 500 g de dés de tomates, 2 gros oignons en dés, 4 gousses d'ail en dés, une cuillère à soupe de tomate pâte, de l'huile, du sel, du poivre, 500 g d'écrevisses, un quart de curry, du persil haché et un bol de riz pré-cuit. Oh là là, je sens que vous m'enviez, ça a l'air très bon. Alors, tous à vos marmites. Depuis toujours, le foulard est la coiffe qui rehausse l'habillement de la femme africaine en exhibant bien sûr sa féminité, mais aussi le foulard a participé à rendre une femme pudique en cachant bien sûr ses cheveux tout simplement. Qu'en est-il réellement? Natou nous en parle ce matin dans sa chronique de l'origine du foulard jusqu'à la tendance qu'elle est devenue. Alors, en Nefertiti, en hijab ou tout simplement en mode « cache-moi ses cheveux », l'art du foulard est un art millénaire qui a bien sûr ses racines en Afrique. Dans les traditions, les foulards étaient perçus comme un moyen de protection divine parce qu'on disait qu'une femme mariée attirait beaucoup d'esprits et de génie. Et ces êtres surnaturels étaient surtout attirés par les jeunes mariés. Les styles portent des noms en fonction de l'ethnie tels que le Moussor en Wolof, Moussoro ou Misoro en Bambara, Moubonolo chez les Sénoufo, Ksa chez les Touaregs ou encore Guélé chez les Yoruba. Le foulard d'autrefois marquait bien sûr le passage d'une femme au grade de femme mariée et les filles d'autrefois rêvaient du jour où elles porteraient un foulard sur leur tête, symbole de la féminité accomplie. Oui, mais Nathan, on entend dire que le foulard a une signification.
Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, en effet, si beaucoup s'accordent sur l'aspect mystique du foulard qui protégeait la femme, d'autres prônent pour des raisons socio-culturelles. Car sur le plan social, par exemple, la façon même de nouer le foulard était considérée comme un moyen pour les époux de communiquer leur humeur du jour. Imaginez, mesdames, le style de foulard que vous arborez après un crépage de chignon avec votre coépouse ou encore une engueulade avec monsieur. C'est vrai que rien qu'y penser, ça change quand même dans la communication. Et la taille du foulard également déterminait le pouvoir d'achat de celle qui le portait, surtout si le tissu était d'une qualité importante. D'une valeur importante, pardon. En tout cas, aujourd'hui, le langage du foulard est bien réel, est bien muet, pardon. D'ailleurs, il ne se parle plus, il se voit. En toutes les couleurs, et toutes les couleurs, les formes et les contours sont permis pour cacher les cheveux, embellir le look ou simplement par conviction religieuse. Et nous avons donc le foulard Nefertiti, communément appelé le foulard Erika Badu, qui est très pratique pour celles qui ont beaucoup de cheveux ou des locks. Nous avons également le Tarwan ou Melekeni, qui certains sociologues disent que cette manière d'attacher le foulard Melekeni était utilisée pour soigner les migraines. Okay. Alors, nous avons le guélé, réputé pour avoir ses origines au Bénin et au Nigeria. Voilà, ça c'est un Melekeni. Ensuite, nous avons le hijab de cérémonie ou encore le foulard Chinyamba. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Mais le foulard est devenu très tendance maintenant, hein, parce que même sans savoir les significations et autres, c'est juste chic de mettre un foulard sur la tête, de faire sortir un peu de cheveux ou les mèches. C'est devenu très chic. Voilà. Ou cacher une vieille coiffure, ou même les cheveux défaits. Hein. Oui. C'est utilisé pour des raisons esthétiques aussi, hein, soit parce que tout simplement on a envie de changer un peu. Voilà. Et ça renforce la beauté africaine. C'est ça. Et c'est même devenu comme un bijou, le foulard. Parce que ça rehausse l'habillement, ça donne une touche particulière, surtout à nous, africaines. Oui, maintenant dans les salons de coiffure, il y a des femmes qui spécialement fabriquent les foulards avec des pinces et tout pour en faire un chapeau. Pour celles qui ne savent pas les attacher, par exemple, qu'elles les posent tout simplement. Merci beaucoup, Nato. Alors, chers téléspectateurs, c'était le foulard aujourd'hui en mode et beauté présenté par Nato. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous recevons sur le plateau le docteur Traoré Amadi, stomatologiste. Il vient nous parler d'une maladie, il vient nous parler du NOMA. Alors, une maladie très très grave, il nous en parlera tout à l'heure. Alors, c'est d'un drame extraordinaire et je tiens justement à vous présenter les excuses pour les images que nous allons diffuser tout à l'heure parce qu'elles risquent de vous choquer. Bonjour, docteur Traoré. Bonjour. Merci de votre visite sur le plateau de Maïcha TV. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler du NOMA? Parce que c'est quand même quelque chose de très grave. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bonjour déjà à tous les téléspectateurs. Et merci de m'avoir convié à une telle rencontre. Le NOMA, c'est une gangrène des tissus du visage. Une pathologie essentiellement due à la pauvreté, une pathologie qui survient dans la prime enfance et qui donne des lésions, des pertes de substances qui peuvent aller de la perte d'une joue jusqu'à souvent une destruction centrofaciale qui peut intéresser quasiment tout l'étage moyen de la face. Donc ce sont des lésions qui sont difficilement réparables et en fait dans le cadre du NOMA il y a un souci déjà pour sauver ces enfants. Parce qu'ils sont dans un contexte de malnutrition qui est là, qui est terrible. Et avec le peu de moyens dont les parents disposent, souvent, ce sont les survivants que nous accueillons au niveau des structures de santé. Et c'est ça, tout un challenge chirurgical pour réparer. Mais ça arrive à quel moment de la vie de l'enfant? Parce qu'en général, c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'enfance. Ça commence dès l'enfance. À quel moment? Comment ça se manifeste? Voilà, et puis... Alors, le NOMA... Quand je dis que c'est une pathologie de la prime enfance, il faut déjà se situer dans le contexte africain ou bien dans le contexte des pays les moins avancés.
Parce que le NOMA, sa carte est vraiment superposable à celle de la précarité. Partout, l'indice de développement humain est bas, et alors le NOMA peut survenir. Ça peut survenir autant dans les pays d'Asie du Sud-Est qu'en Amérique latine et essentiellement en Afrique subsaharienne. Alors le NOMA, on dit toujours qu'il commence en bouche. C'est une destruction des tissus qui commence déjà vis-à-vis d'une dent. Donc ça commence par une gingivite qu'on appelle ulcéro-nécrotique et les pertes de substance s'étendent sur 3 semaines et ça peut aller jusque de l'ulcère qui survient au niveau de la gencive jusqu'à la perte de substance très étendue au niveau de la face. Et souvent, ce dont on ne tient pas souvent compte, c'est que les lésions, même si elles semblent minimes au niveau cutané, elles sont, ça c'est un peu le sommet de l'iceberg de la destruction parce que en dedans, il y a la perte de substance qui est vraiment très étendue et qui constitue un des grands handicaps de la réussite de la chirurgie du NOMA. Puisque tant qu'on ne parvient pas à réparer tous les plans comme il faut, en ce moment il y a des risques de récidive. Et voilà, le NOMA, il survient, on l'a dit, dans un contexte de précarité. Dire que c'est seulement dû à un germe, non, il y a un concours de facteurs qui aboutissent à la survenue du NOMA. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de précarité. De quel concours, quels sont les éléments qui font que le NOMA survienne chez l'enfant? Alors, hormis les cas de NOMA qui sont dus au VIH, ça c'est le nouveau contexte. En règle générale, voilà, le NOMA, on dit c'est la maladie de la précarité. Quand on dit précarité, d'abord il y a le problème d'accès à l'eau potable. Souvent dans nos campagnes, il y a le problème de promiscuité des logements avec le bétail. Et il est vrai que dans la bactériologie du NOMA, on retrouve très souvent des germes qui sont retrouvés dans les excréments des animaux. Et donc ça c'est un facteur qui n'est pas éliminé. Donc on dit problème d'hygiène bucco-dentaire. Et surtout, il y a le problème de la malnutrition. Qu'est-ce qui arrive très souvent en Afrique, dans nos campagnes encore on va dire, et même souvent dans les villes, dans la périphérie. Les enfants, leur alimentation n'est pas vraiment adaptée à leur âge. En fait, quand l'enfant est sevré, il passe directement au même plat que les adultes. Et avec ceux-là qui doivent toujours faire preuve de bonne éducation et ne pas toucher aux parties intéressantes du plat. Donc c'est celui qui a le plus besoin de viande qui en est privé. Et voilà, c'est toujours rationné par rapport à l'enfant. Et l'habitude aussi du lavage des mains, qui fait que souvent c'est le moins âgé qui passe le dernier pour le lavage des mains, donc qui récupère tout ce que les adultes ont laissé dans le plat. Et donc, ça fait que, voilà, il y a la fièvre typhoïde, il y a énormément de palud, tout ce qui peut concourir à débiliter l'enfant et associé à la malnutrition, qui vont installer le taureau du NOMA. Mais est-ce qu'il y a un moyen de prévention par rapport à cette maladie? Est-ce qu'on peut prévenir? Alors, si on peut prévenir la pauvreté et la précarité, on peut en ce moment prévenir le NOMA. Parce que, honnêtement, c'est une des seules pathologies qui soit capable de rattacher au mode de vie, aux moyens. Et comme je l'ai dit tantôt par rapport au cas du VIH-Sida, il y a des NOMA, il y a des lésions qui ressemblent à celles du NOMA, qu'on appelle les NOMA-like lésions. Il y en a eu, les premiers cas ont été signalés en Afrique australe, en Zambie ou bien au Zimbabwe. Et là, les lésions ressemblent à celles du NOMA, sauf que ce n'est pas vraiment du NOMA, puisqu'il n'y a pas de lésion en enveloppe buccale. Mais le NOMA, sa caractéristique essentielle, c'est souvent les pertes de substances auxquelles on aboutit, puisque le NOMA, une fois qu'il s'installe, au bout de la deuxième semaine, il y a une installation nette qui se fait de la gangrène et il y a une délimitation entre les tissus morts et les tissus vivants qu'on ramène avec une simple compresse. Ça laisse place à un cratère béant et donc on est en face d'une planche anatomique où on voit les dents, les sinus, l'ethmoïde. C'est assez incroyable, mais alors c'est comme un traumatisme balistique, mais sur le long terme. Les dégâts sont les mêmes. Bien sûr. Est-ce que le NOMA, docteur, est une maladie contagieuse? Non. Non, heureusement, parce que ça fait partie justement des maladies, des pathologies négligées, il est vrai, mais le NOMA n'est pas une pathologie transmissible. Ça fait partie, au niveau de toutes les divisions de santé publique, ça fait partie des maladies non transmissibles. Voilà. Mais je vois sur les photos que souvent les malades sont à un état assez avancé de la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas des analyses qui peuvent montrer que la maladie est là, et des vaccins ou des piqûres, je ne sais pas, pour ne pas que la gangrène prenne de large sur le corps?
En fait, il n'y a pas de vaccin spécifique au Noma, parce que actuellement, avec toutes les campagnes de vaccination étendues à presque tous les pays africains, il y a de moins en moins de fièvres éruptives qui sont aussi un moyen idéal pour l'installation du Noma, parce que ça débilite l'enfant considérablement. Mais il n'en reste pas moins que le Noma, alors tous les phénomènes se passent sur 3 semaines, du début de la maladie jusqu'à la chute de la gangrène, et ça se calme de soi-même en fait. Mais au début de la maladie, si l'enfant est rapidement conduit à un centre de santé, une antibiothérapie toute banale avec de bonnes conditions d'hygiène locale et une alimentation hyperprotéique, ça peut contribuer à minorer les conséquences de la maladie. Mais alors, on peut aboutir à des cas de Noma avortés, donc il n'y a pas vraiment de perte de substance cutanée, mais en revanche, la complication essentielle de Noma, qui est ce qu'on appelle la constriction des mâchoires, c'est-à-dire qu'il y a une limitation de l'ouverture buccale, elle va survenir quand même, puisque dans le cas du Noma, on dit toujours, c'est une vraie quadrature de cercle. La pathologie, elle est due à une malnutrition sur le long terme, à de mauvaises conditions d'hygiène, mais en revanche aussi, un patient qui parvient à survivre à son Noma, il va entretenir un état de dénutrition qui est quasi permanent. Oui. Parce qu'avec la limitation de l'ouverture buccale, donner à un ancien patient de Noma 1 million, il ne pourra pas vraiment manger à sa faim, parce qu'à cause du problème mécanique de limitation de l'ouverture buccale, voilà, il ne pourra pas se nourrir, s'alimenter comme il faut. Nous avons vu tout à l'heure une photo d'une patiente qui a eu le Noma et dont le visage a été réparé après. Ça se passe comment? C'est par une chirurgie esthétique? Alors, il faut dire qu'il y a énormément de missions qui viennent des pays occidentaux. Et pendant très longtemps, c'est eux qui organisaient des missions de chirurgie humanitaire et qui aidaient ces patients qui ont survécu encore à la maladie, puisque les statistiques donnent des chiffres effarants de 7 à 8 patients sur 10 qui mouraient. Alors, les deux qu'on retrouve souvent, on dit vraiment que ce sont des survivants. Et il n'y a pas vraiment d'épidémiologie fiable par rapport au Noma. Mais ce qui est certain, c'est que les collègues qui ont eu à faire plusieurs missions en Afrique, on leur doit quand même une fière chandelle, on leur doit la réintégration de certains patients. Il y en a qui n'ont pas pu être pris en charge dans nos conditions et qui ont été rapatriés au niveau de certains hôpitaux comme à Genève, au niveau de la France. Entre la France et la Suisse sont les pays quand même qui sont très souvent intervenus sur le terrain en Afrique. Et souvent, il y a des missions aussi de chirurgie humanitaire qui sont des missions itinérantes dans des bateaux hôpitaux. Et voilà, il y a énormément de cas de prise en charge et qui ont permis la réinsertion de ces patients. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je ne sais même plus quoi dire, peut-être je suis choquée, je m'en excuse. Les familles qui vivent dans cette précarité-là et qui ont ces enfants malades, est-ce qu'il y a une aide qu'on leur apporte? Alors, je parle un peu de nos décideurs en général. Est-ce que vous-même, médecin, vous êtes subventionné pour vraiment aider ces malades-là? Aujourd'hui, moi, je viens vous parler plutôt comme acteur de la société civile, puisque j'anime un peu le programme d'une ONG qui lutte contre le Noma. Et donc, cette ONG s'occupe de trouver des subventions auprès de certains partenaires européens. Et nous avons mis en place un centre d'accueil dans les environs de Bamako, à Tienfala, qui accueille les patients à tous les stades de la maladie, puisque pathologie de la malnutrition, il est vrai que souvent quand on les accueille, la notion de pouvoir réalimenter ces enfants, et de stopper tous les phénomènes toxico-infectieux, ça c'est vraiment le premier challenge. Mais ensuite, il faut continuer à essayer de donner un peu de grâce à ces enfants-là pour qu'ils soient en âge de pouvoir être opérés. En fait, de pouvoir les accueillir très tôt, ça nous permet aussi d'éviter la constriction des mâchoires. Puisque même pour endormir ces enfants, pour intuber après, c'est un vrai challenge. Il faut pouvoir ouvrir la bouche et pouvoir intuber et l'endormir. Donc les recevoir assez tôt, ça nous permet de mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs d'interposition intermacellaire pour dire qu'on met juste une cale qui empêche la bouche de se refermer complètement. Et donc qui va diminuer le temps chirurgical, puisqu'on ne va pas perdre beaucoup de temps à essayer d'intuber ces enfants-là. Et au bout du compte, les décideurs. Alors, c'est pour ça que je disais maladie, pathologie négligée. Puisque si vous prenez le Noma, c'est plus sa sévérité qui va attirer l'attention que son extrême fréquence. Et heureusement encore, parce que c'est vrai que quand on connaît les conditions de vie dans nos campagnes, ceux qui parviennent
à sortir leur épingle du jeu malgré les conditions de vie très difficiles, à aller à l'école souvent sans chaussures, même en ne tombant pas malade. C'est de vrais héros, ces gens-là. Et donc, quelqu'un qui fait son OMA, qui parvient à sortir de ça et à trouver du travail après, j'en ai très peu vu, puisque en règle générale, ce sont des patients qui vivent cachés. Déjà, dans la prime enfance, les parents ne les envoient pas à l'école. Vous imaginez même de vous à moi avoir une voisine de classe avec la moitié du visage parti, ce n'est pas évident. Les enfants sont souvent innocemment cruels et donc ils sont gardés à la maison. Et pour qui ne va pas à l'école par le temps qui court, je pense que c'est un très mauvais départ dans la vie. Et on n'est pas souvent à même d'apprendre un métier. Donc, oui, c'est un très mauvais départ dans la vie. Ça doit interpeller tout le monde, le nom. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant concrètement par rapport à ces pathologies? Alors, se dire que chaque être humain est unique. Et même s'il y avait un seul cas de Noma au monde, je pense que les dirigeants, les décideurs en matière de santé doivent tout faire pour que ces gens-là quand même puissent. Parce que, en fait, quand on dit Noma, quand on dit, par exemple, les malformations congénitales, on ne sait jamais finalement le nombre de petits Einstein qui meurent à bas âge en Afrique. Ça peut arriver. Et donc, c'est cette perte énorme à cause de cette mortalité infantile très élevée que je pense que ça doit interpeller tous les décideurs africains. Parce que souvent, c'est par eux peut-être qu'on aurait pu s'en sortir, mais voilà, pour cause de maladies qui auraient pu être prises en charge très tôt, et on perd ces enfants-là. Et puis, voilà, le problème en Afrique, je pense que ce n'est pas tant les seuls décideurs, c'est un grand ménage à faire au niveau des mentalités, parce que voilà, l'enfant, c'est un survivant. Il ne demande pas à venir. Il ne demande pas à venir, et surtout de ne pas le mettre dans des conditions idoines pour affronter toutes les difficultés de la vie. Je pense qu'à la fois il y a les décideurs aussi, il y a la famille. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça interpelle tout le monde. C'est quand même extraordinaire. Je ne peux pas placer un mot chez nos C'est quand même extraordinaire. Mais vous dites que la maladie ne dure en tout que 3 semaines. En fait, entre le début et... C'est toute la phase toxi-infectieuse. Je me dis quand au début de la maladie, parce qu'au début de la maladie, l'enfant, il fait ce qu'on appelle une hypersialurie, il salive beaucoup, il a de la fièvre. Voilà, il est dans un très mauvais état général. D'accord? Alors, quand vous prenez un tout petit de 3 à 4 ans qui ne parvient pas à se nourrir, qui a une infection gravissime, souvent c'est sur fond de pathologie générale, il vient juste de survivre à une rougeole, il vient de se lever d'un paludisme. Alors, il est tellement débilité qu'ensuite, il y a le problème d'alimentation qui va se poser. Et là, pour l'entourage, c'est très difficile. Le Noma sent mauvais. Alors, ça, c'est aussi une des particularités qui fait que dans nos campagnes, souvent, on les isole dans des cases, on glisse le repas dans le... On abandonne l'enfant à son sort. Souvent, ça peut arriver. Et donc, ça fait qu'on perd presque les 2 tiers de ces enfants-là, en fait. Oui. Et pourtant, le personnel socio-sanitaire est suffisamment bien formé pour pouvoir poser le bon diagnostic et aider ces enfants-là. Parce qu'avec une antibiothérapie qui ne coûte pas cher, on parvient très rapidement à calmer les phénomènes toxi-infectieux. Et c'est vrai que pour l'infirmier qui va l'avoir en premier, bien le médecin, le gros challenge, c'est de pouvoir le réalimenter. Parce que, voilà, souvent on est amené à poser des sondes nasogastriques qui impressionnent souvent les parents, mais c'est le seul moyen d'éviter même les fausses routes, puisqu'avec toutes les pertes de substances qu'il y a autour de la bouche, il peut arriver à l'enfant souvent de faire de fausses routes. Et il faut aussi que la famille puisse s'habituer au nouvel état, puisque la destruction elle est impressionnante. Une fois que le pansement est défait, souvent les parents ne savent même plus où aller. Et je disais que la cicatrisation, elle par contre, elle intervient entre 6 mois et 1 an. Parce que les berges de la plaie sont tellement éloignées les unes des autres qu'il faut énormément de temps, parce qu'on ne peut pas faire de chirurgie précoce. Il faut attendre qu'une fibrose s'installe, parce que c'est souvent même ces tissus fibrés qui sont utilisés pour faire le plan muqueux sur le plan de la chirurgie. Et donc, énormément de temps, beaucoup de management des cas de Noma. C'est vrai qu'on ne finit pas d'attirer l'attention là-dessus et à demander des subventions. Et il vous arrive d'en recevoir beaucoup ici à Bamako? Alors, d'en recevoir beaucoup, le gros souci, c'est que souvent, il ne sert à rien. Et là, j'en profite pour lancer un message à l'adresse de tous les soignants, que ça ne sert à rien de mettre en route un enfant qui fait sa phase aiguë du Noma. Il vaut mieux le stabiliser sur place, le réhydrater, au besoin de le transfuser avant de l'envoyer. Sinon, il ne peut pas survivre aux conditions de voyage. Et en revanche,
Une fois que l'enfant est tiré d'affaire, en ce moment, nous, on peut le recevoir à tous les stades de la pathologie et à la limite, même souvent, pour ceux qui n'ont pas les moyens, par téléphone, à la limite, souvent, on peut aussi porter assistance à ces gens-là. Et en tout cas, notre centre d'accueil est ouvert. Et à Bamako, nous les accueillons au niveau du siège de notre ONG qui se trouve à Hamdallah. Et ça permet souvent que les parents ils aient une sorte d'asile, quoi. Et ils vont avoir le temps de se poser, de réfléchir à ce qui leur est arrivé. Et puis, voilà, et d'attendre de voir venir. Parce que les subventions ne sont pas toujours au rendez-vous aussi. Bien sûr. À quel âge en général ça atteint l'enfant? Alors, traditionnellement, on dit après le sevrage. Après le sevrage. Puisque quand même, l'allaitement, on a beau dire, ça a énormément d'intérêt. Puisque ça protège, même si c'est après 18 mois, ça protège quelque peu l'enfant. Ça maintient énormément de contact avec la maman. Et ça fait qu'une fois que l'enfant, on va dire une deuxième fois le cordon ombilical est coupé, on le met parmi les adultes. Et là, il est exposé à presque tout. Alors, je voulais vous demander encore. L'enfant, par exemple, ou la mère, parce qu'on dit que souvent les enfants à cet âge-là continuent à faire des dons, et vous avez parlé tout à l'heure de fièvre et d'enfants qui bavent. Est-ce que dès que la maman voit que l'enfant bave beaucoup et que l'enfant a de la fièvre, doit vite courir voir le médecin pour savoir ce qu'il en est? Parce que les enfants qui font les dents aussi souvent bavent beaucoup et ont de la fièvre aussi. Alors le contexte est complètement différent, puisque les poussées de fièvre, la fièvre qui est due à la poussée dentaire, là c'est sur 48 heures, là ça se calme après. Mais le Noma, c'est vraiment dans un contexte de mauvaise hygiène. Et l'odeur du Noma est caractéristique. Un patient qui vient à la phase aiguë du Noma, tout de suite, alors là, on s'interroge, quoi. Parce que souvent, à la consultation, on voit des gens qui sont enturbanés, mais alors, ça ne passe pas inaperçu. Et le patient est dans un mauvais général qui est vraiment prononcé. Il y a une perte de poids qui va de pair avec tout ce qu'il a subi. Et en règle générale, poser le diagnostic de Noma, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, puisque vous voyez qu'il y a l'installation d'une nécrose qui se fait. Donc cette nécrose-là, ça débute en bouche et ça s'étend à l'extérieur. Mais tout se passe sur les 2 semaines. C'est le caractère fulminant même qui doit attirer l'attention. Ça va tellement vite que vous ne pouvez pas ignorer, en fait. Et ça ne sert à rien aussi d'entretenir une psychose pour dire que devant toute ulcération en bouche, il faut courir chez le docteur. C'est bon d'avoir déjà des soins adressés aux enfants. Voilà, un petit bobo, il ne faut jamais négliger, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui est bien nourri, qui vit dans de bonnes conditions, et en règle générale, voilà, il ne fait pas de Noma. Le terrain du Noma est préparé. Il est préparé déjà parce que les parents n'ont pas suffisamment de moyens, parce qu'ils ne sont pas souvent allés à l'école. Et quand on dit problème d'accès à l'eau potable, là tout de suite on dit bonjour les parasitoses, puisque en ce moment l'eau qui est insalubre, c'est elle qui est consommée. Et ça fait que l'enfant est polyparasité, il est débilité partout. Actuellement avec les campagnes de vaccination, je l'ai dit tantôt, il y a moins de fièvres éruptives, mais dans certaines contrées africaines, on ne fait pas encore les vaccinations. Ça n'a pas encore les mentalités n'ont pas vraiment évolué par rapport à ça. Et il y a encore des femmes qui accouchent à la maison. Ça arrive en Afrique, malgré tous les efforts qui ont été faits. Donc, on se demande qui est interpellé vraiment. Est-ce souvent les décideurs qui ont mis des programmes cohérents en place et les populations qui n'adhèrent pas, ou bien voilà, comment expliquer cet état de paupérisation qui n'en finit pas en Afrique, cette précarité qui n'en finit pas. Donc on peut se dire que ceux qui vivent en centre-ville en général n'ont pas de problème de Noma. Et donc ce qu'il faut aider, c'est les gens vivant au village, dans une précarité extrême. C'est à ces gens-là qu'il faut vraiment penser. Alors, quand on dit problème d'accès à l'eau potable, c'est déjà faire en sorte qu'il y ait moins de parasitose. Souvent, vous voyez dans certaines localités que les toilettes à l'africaine ne sont pas tellement éloignées des puits. Alors, il y a le problème d'infiltration de ces eaux usées au moment de la saison des pluies. Alors, c'est vrai que souvent, on peut, après analyse de ces eaux, la trouver des colibacilles, ainsi de suite. C'est un domaine, je dis encore une fois, qui n'est pas vraiment le mien. Mais ça doit interpeller parce qu'effectivement, il est possible de consommer des eaux qui ne sont pas forcément salubres, qui sont des eaux usées. Et au-delà de ça, la pratique du lavage des mains
Ça doit rentrer dans les cultures. Ah oui, c'est actuellement les pays qui sont vraiment les plus avancés en termes d'hygiène de main chez les tout petits. Je pense que c'est le Japon, où cette discipline-là est caractéristique depuis très tôt. Et ça évite pas mal de choses, puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui se transmettent déjà par les mains. Les vecteurs sont essentiellement des vecteurs, dont la fièvre typhoïde, c'est la maladie des messales. Et tout cela, une fièvre typhoïde chez un enfant, c'est vrai que ça le met vraiment mal, quoi. Alors, en 1 minute, docteur, vous voulez lancer un message, votre caméra est là. Alors, mon message essentiellement aux autorités sanitaires et essentiellement au personnel de santé pour dire que le NOMA, décelé très tôt, encore une fois, je reviens dessus, ça ne sert à rien d'envoyer un enfant qui soit dans une altération vraiment de l'état général. Il faut le stabiliser, au besoin de transfuser, le réalimenter, le réhydrater, et ensuite faire une antibiothérapie. Ça, c'est à l'adresse de ceux qui voient en premier les cas de NOMA. Les décideurs, eux, ils savent exactement déjà quoi faire. Ils ont peut-être énormément de choses, sauf que moi, mon credo, c'est que chaque être humain mérite qu'on se penche sur son problème. Et le NOMA, c'est vrai que ce n'est pas comme le palu, comme voilà, certaines affections qui sont, je vais dire, à la mode, dont on parle tout le temps. Mais en revanche, voilà, il faut voir le NOMA, il faut rencontrer un ancien patient du NOMA pour peut-être réfléchir sérieusement à la question et se dire que ces gens-là ont droit à une seconde chance dans la vie. Encore une fois, je dis, c'est peut-être des petits Einstein qui sont morts. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Traoré Amadi. Je rappelle que vous êtes stomatologiste. Alors, c'était notre invité d'aujourd'hui. Merci donc de votre présence. Voilà, vous avez beaucoup apporté, beaucoup appris, surtout aujourd'hui. Et nous espérons pouvoir vous recevoir encore une fois ici au besoin. Très bien, c'était un plaisir. Merci à vous. Allons la télé. Tout de suite donc, chers téléspectateurs, nous allons parler du sujet du jour. Alors, un sujet, bien sûr, qui défraie la chronique, mais dont il faut qu'on parle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de femmes et vous savez, tout ce qui touche les femmes intéresse Maïcha Télévision. Alors, il s'agit de 3 femmes kidnappées dans le Cleveland aux États-Unis pendant 10 ans. Elles ont été retenues dans une maison et il y a même une qui a accouché d'une petite fille de cet âge-là. Une autre a pu s'échapper. Dieu merci, les kidnappeurs ont été arrêtés. Mais suivons ensemble ce reportage, s'il vous plaît. Le FBI et la police côte à côte à la recherche du moindre indice. Les enquêteurs ont fouillé la maison où étaient kidnappés Michelle, Gina, Amanda et son enfant né en captivité de fond en comble. Des 3 frères arrêtés mardi puis interrogés, seul Ariel Castro a finalement été inculpé. Je viens de signer les plaintes qui inculpent Ariel Castro du kidnapping de 4 personnes et du viol de 3 personnes. En ce qui concerne Pedro et O'Neill Castro, aucune charge n'a été retenue contre eux. Il n'y a pas de preuves qui montrent que ces 2 individus étaient impliqués dans les crimes qui ont été commis contre Michelle, Gina, Amanda et un enfant. Ariel Castro aurait donc agi seul. Selon la police, chacune des jeunes femmes vivait attachée dans des chambres séparées, mais était au courant de la présence des autres. Elles auraient été violées et battues régulièrement, provoquant ainsi plusieurs fausses couches chez l'une d'entre elles, dont l'identité n'a pas été révélée. Cette enquête devrait permettre d'en savoir plus sur les conditions de détention des 3 victimes. Elle a aussi pour but de récolter des informations pour tenter de retrouver une 4e jeune fille, Ashley Summers. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a disparu dans ce même quartier de Cleveland. Voilà donc, nous l'avons vu ensemble, un reportage très poignant qui nous parle de ces 3 jeunes dames qui ont été retenues pendant 10 ans et une même qui en a eu une fille. Alors, Astan, tu en penses quoi? C'est quand même des faits qui arrivent couramment comme ça dans le monde. Malheureusement. On se demande on est où? C'est vraiment décevant, Marie. Et il faut être psychopathe pour pouvoir faire cela. Et si on imagine aujourd'hui que les droits, en fait, de l'homme sont carrément ignorés avec ces faits. Pendant 10 ans séquestrés. Et vraiment, ça, c'est un acte. Et surtout, je veux dire, les agresseurs doivent être sévèrement punis pour donner la leçon, pour prévenir d'autres de tels actes. Vraiment. Nato. Alors moi, ce que je ne comprends pas, il n'y a une seule personne qui a été inculpée. Ces 3 frères
Oui. Ces 3 frères qui ensemble ont kidnappé ces 3 femmes-là. Il y a un seul qui a été retenu parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves comme quoi les 2 autres frères ont participé. Voilà, parce que c'est le seul qui a avoué. Mais une seule personne pas séquestrer 3 femmes pendant 10 ans, c'est impossible. C'est sûr qu'il les battre, les violer. Battre, les violer, non. Surtout, on connaît, nous les femmes, on est battantes, quoi. On ne peut pas se laisser faire, surtout en face d'un homme. 3 femmes, elles auraient pu se défendre. Donc, obligé, il était accompagné. Et 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans, séquestré, violé, battu. Ça va être difficile en retour à la normale pour ces femmes-là. Et ces femmes vont avoir des séquelles durant toute leur vie. Et que doivent éprouver les membres de leur famille actuellement qui les croyaient mortes depuis tout ce temps? C'est extraordinaire. Il y a une aussi qui est portée disparue. Il y a une qui est portée disparue, une qu'on recherche et qui habitait ce quartier et qui a aussi disparu. Et tout s'est fait dans le même quartier-là. Parce que les voisins ont dit qu'ils ne savaient pas que ces femmes-là étaient là alors qu'ils ne se sont jamais rendus compte de rien pendant 10 ans. C'est quand même extraordinaire. C'est très très grave. C'est grave. C'est grave. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour À nous la télé de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois. Juste vous donner peut-être l'adresse de Maïcha TV, le site www.facebook.com/Maïcha Télévision. Alors vous pouvez nous y écrire, nous envoyer des messages ou même envoyer des sujets que vous voudrez que nous traitions ici sur le plateau de À nous la télé ou même de notre émission. Merci donc d'être resté en notre compagnie. La suite des programmes, c'est toujours sur Maïcha TV. Nous vous retrouvons une autre fois. Merci. Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé.